Je ne vais pas vous parler chansons françaises, mais plutôt de plantes, et plus particulièrement de l'importance de penser également aux plantes quand on cherche à diagnostiquer un effet indésirable médicamenteux. Alors pourquoi douce? Parce que souvent le fait d'avoir recours aux plantes, aux végétaux d'une manière générale pour se soigner, c'est réputé être une médecine douce, mais je suis sûr qu'en citant simplement deux espèces comme le tabac ou le chanvre, vous conviendrez avec moi que les plantes ne sont pas forcément si douces et que les remèdes dits naturels ne sont pas forcément synonymes de bénéfiques. Alors, les plantes, pour autant, occupent encore une place non négligeable en thérapeutique. Alors, il y a bien sûr le cas des spécialités pharmaceutiques, c'est-à-dire le véritable médicament allopathique dont le principe actif est d'origine végétale, mais qui est soumis au circuit ordinaire de tout médicament, notamment d'une procédure d'AMM. Et pour faire un petit quiz, alors le format visioconférence ne se prête pas forcément à l'interactivité, mais si je vous pose comme question quel est le point commun entre la reine des prés, le pavot, la digitale, la pervenche de Madagascar, le quinquina et le colchique, je vous donne tout de suite la réponse. C'est à l'origine d'un certain nombre de médicaments. Alors, si même dans un certain nombre de cas, même aujourd'hui, le principe actif n'est plus forcément extrait de la plante, mais copié chimiquement par synthèse. Toujours est-il que le principe actif est d'origine végétale et qu'il a donné lieu à un grand nombre de médicaments toujours très utilisés actuellement. Donc celui-là pose pas de problème dans la mesure où, étant considéré comme un véritable médicament, on pense bien sûr à dire qu'on le prend quand on fait l'anamnèse du patient. Donc ce sont les plantes à l'origine de l'allopathie. Par contre, on va nettement moins souvent penser aux phytomédicaments, c'est-à-dire des médicaments qui contiennent des extraits actifs standardisés de plantes qui sont incorporés dans des solutions, dans des gélules ou toute autre forme galénique et qui font souvent l'objet d'une autorisation de mise sur le marché simplifiée. Alors, j'ai mis ici quelques exemples. Hein. On est à mi-chemin entre l'allopathie conventionnelle et la phytothérapie. Ça ne veut pas dire pour autant que le médicament est inactif. Hein. Si on prend par exemple le légalon, hein, l'extrait du chardon-marie, c'est même un médicament qui est réservé à l'usage hospitalier, qui est utilisé comme hépatoprotecteur, notamment en réanimation. Donc, ce n'est pas parce qu'on a un phytomédicament qu'il est forcément dénué d'effet. Alors, la phytothérapie, bien sûr, occupe une place importante dans cet arsenal thérapeutique. Alors là, déjà, on y pense nettement moins souvent à demander aux patients que l'on interroge s'il prend des plantes, ne serait-ce que sous forme de tisane, même si, évidemment, ça pose beaucoup moins de problèmes en pratique. Alors, dans les classiques de la phytothérapie, il y a bien sûr le top 4 des ventes de tisane pour la France. Donc le tilleul, la camomille, la menthe et la verveine qui est une espèce exotique, hein, c'est la verveine asiatique, c'est pas du tout la verveine européenne hein, qui est utilisée. Bon, ce sont des plantes qui, lorsqu'elles sont préparées en tisane, libèrent tellement peu de principes actifs qu'il y a rarement des soucis avec ces plantes. Par contre, on a d'autres spécialités qui relèvent de la phytothérapie, quelques exemples également à l'écran, où de temps en temps, néanmoins, notamment en cas d'utilisation fréquente, c'est-à-dire quotidienne, ou à des doses assez élevées, on peut commencer à avoir des soucis et on n'y pense pas forcément lorsqu'il s'agit de porter un diagnostic sur, par exemple, des troubles hépatiques. Et puis, c'est là que j'insisterai davantage, il y a tout ce qui est automédication par les plantes, ou en tout cas utilisation des plantes, pas forcément d'ailleurs dans un but thérapeutique, mais utilisation des plantes d'une manière générale. Alors, il y a les bien connus remèdes de bonne femme. Alors, vous remarquerez d'ailleurs que souvent en orthographie, remèdes de bonne femme, FE2ME, ce qui est bien sûr une erreur, puisque les remèdes de bonne femme, étymologiquement, c'est la même racine que fameux ou fame en anglais, c'est-à-dire les remèdes réputés pour leur efficacité contre une certaine pathologie. Donc bonne femme, ça doit s'écrire FAME et non pas FE2ME.
Donc, quelques exemples à l'écran. Alors, pour ne prendre qu'un exemple, la chélidoine, hein, qui est au centre, est encore fréquemment utilisée pour son latex qu'on applique sur des verrues, donc comme verrucide. C'est d'ailleurs un remède très efficace. Le problème, bah, c'est quand on en a encore un petit peu sur les doigts, ça part pas forcément au lavage, ou alors il faut un lavage assez vigoureux des mains. Mais le latex de chélidoine, comme celui de l'euphorbe d'ailleurs, ou des euphorbes, a tendance à imprégner les doigts, et quand on passe son doigt sur l'œil, eh bien, on a rapidement une conjonctivite, ou alors chez les enfants qui sucent leur pouce, avec du latex de chélidoine ou d'euphorbe dessus, ça peut poser de gros problèmes. Et là aussi, c'est quelque chose auquel il faut penser, notamment aux urgences pédiatriques quand on a des enfants qui arrivent avec des conjonctivites ou des lésions au niveau de la muqueuse buccale. Beaucoup plus grave, beaucoup plus rare heureusement, c'est ce que j'ai appelé ici l'automédication de substitution. Je dis rare parce que c'est le cas au niveau national, mais de temps en temps, on a des choses assez surprenantes, comme cette dame qui voit son père ou son grand-père, je ne me souviens plus, traité par la digoxine, qui voit que la digoxine vient en fait de la digitale, et qui dit, bah, plutôt que de prendre cette saloperie de médicaments chimiques, autant faire une tisane avec les feuilles, sauf que bien évidemment, on ne contrôle pas la quantité de principes actifs. Dans la majorité des cas, on aura relativement peu de principes actifs dans la tisane, mais dans un petit nombre de cas, eh bien, on peut atteindre une dose toxique qui peut être potentiellement mortelle. Et ce que je dis pour la digitale est encore plus valable pour le colchique dont je vais reparler d'ailleurs. Il y a également tout le registre des interactions entre plantes et médicaments. J'ai repris un exemple bien connu ici, celui du millepertuis, qui existe dans un nombre assez considérable de préparations de phytothérapie qui sont vendues tantôt en pharmacie, tantôt sur Internet, et où, face à des effets qui peuvent relever d'une interaction, par exemple avec la digoxine, par exemple avec les antivitamines K, par exemple avec la cyclosporine, eh bien, il faut penser vraiment à pousser l'interrogatoire sur les pratiques telles que la prise de médicaments de phytothérapie, car ça peut être à l'origine d'interactions. Je ne parle pas ici du jus de pamplemousse, qui est également un exemple bien connu. Il y a également le registre des erreurs et des falsifications. Là, j'ai repris un vieil exemple hein, qui a fait le devant de l'actualité dans les années 90, si je me souviens bien, avec les préparations à base de Stéphania tetrandra, qui était très à la mode, présentée comme tisane d'herbe chinoise, évidemment à visée amaigrissante. Et donc le feng qi, de son nom chinois, a été confondu, voire falsifié, avec une espèce qui n'a rien à voir, mais qui, à la sonorité, a un nom chinois comparable, le feng qi. Vous savez que la longueur de l'intonation est importante en chinois. Et donc l'aristoloche feng qi, qui, comme toutes les aristoloches, possède en grande quantité un acide organique qui est l'acide aristolochique, qui a un tropisme particulier pour le rein, pour le néphron, et qui a été à l'origine de néphrites gravissimes, de nécroses tubulaires irréversibles. Alors en France, je ne crois pas qu'on ait eu de décès, mais en Belgique, il y a eu une dizaine de décès à l'époque liés à l'intoxication par cette plante, le patient croyant prendre du Stéphania tetrandra. Alors, d'une manière générale, hein, il y a tout ce qu'on achète sur Internet, tout ce qu'on trouve sur Internet, c'est-à-dire tout et n'importe quoi. Donc, évidemment, se méfier de ces médicaments ou pseudo-médicaments vendus sur Internet. Et puis, il y a toutes les autres utilisations des plantes, que ce soit à but cosmétique ou alimentaire. Quelques exemples, là aussi, la bergamote, qui est un des composants de l'eau de Cologne, mais qu'on va retrouver dans un très grand nombre de préparations cosmétiques, qui est d'ailleurs, qui contient donc des furanocoumarines, c'est-à-dire des analogues des psoralen qui ont des propriétés photosensibilisantes. C'est pourquoi on utilise d'ailleurs des composés à base de furanocoumarine en puvathérapie contre le psoriasis. Mais plus généralement, eh bien, ces furanocoumarines sont présentes dans un certain nombre de plantes qui peuvent être utilisées comme cosmétiques, voire dans d'autres usages.
Et là, par exemple, vous avez un patient qui ne sait pas correctement laver les mains après avoir utilisé, après avoir appliqué une huile essentielle à base de bergamote. Et en cas d'exposition aux ultraviolets, y compris la lumière solaire, eh bien, ça brûle. Donc, photosensibilisation et des effets indésirables tels qu'on peut les voir ici sur la photo. Alors, ces mêmes composés, on va les retrouver dans des plantes qu'on peut côtoyer au quotidien. Ici, vous avez une espèce, ce qu'on appelle les espèces exotiques envahissantes, donc des espèces exotiques qui, une fois introduites dans une nouvelle région géographique, se mettent à proliférer de manière incontrôlée et incontrôlable. Celle qu'on voit à l'écran, c'est la berce du Caucase, qui a une valeur décorative tout à fait intéressante, mais encore une plante qui n'est pas forcément douce à caresser, puisque la sève contient en grande quantité des furanocoumarines, et vous voyez les dégâts que ça peut occasionner sur les deux clichés à droite de l'écran. Donc, c'est des patients qui se traitent comme des grands brûlés. On a un décollement épidermique majeur avec un risque de surinfection qui peut être potentiellement fatal. Et là aussi, il convient, lorsqu'on interroge un patient chez qui on peut suspecter une dermatose bulleuse type Lyell ou Steven Johnson, eh bien, il faut pousser l'interrogatoire sur les pratiques, notamment en lien avec le jardinage ou le débroussaillage dans les jours qui ont précédé l'arrivée à l'hôpital. Après, il y a toutes les plantes qu'on utilise pour confectionner des boissons ou des aliments. Ici, vous avez l'aspirule odorante qui sert à confectionner le vin dit de mai parce qu'il se boit justement au mois de mai. Il est très odorant en raison de la présence de coumarine. Alors, je rappelle que la coumarine, c'était le principe actif d'une spécialité qui a été retirée du marché il y a un certain nombre d'années, qui était le lysodème, qu'on trouve également dans l'esbérivène, utilisé comme vénotonique, donc à très forte dose ou en cas de consommation rapprochée et répétée, la coumarine est hépatotoxique. Mais surtout, le danger le plus important vient des problèmes de conservation de ces boissons artisanales, où la coumarine est métabolisée par certaines bactéries en dicoumarol, c'est-à-dire l'ancêtre des antivitamines K, donc qui a des propriétés antivitamines K et qui peut être à l'origine d'hémorragies gravissimes et potentiellement mortelles chez les patients qui consomment ces boissons mal conservées. Et puis pour la nourriture, vous avez ici l'exemple des beignets de feuilles de consoude. Alors malheureusement, il y a toujours certains protagonistes, alors soit des cuisiniers, soit des personnes qui prônent l'alimentation par les plantes. Et on trouve encore trop souvent cette recette de beignets de feuilles de consoude. Je rappelle que les consoudes, comme d'autres plantes de la famille des Boraginaceae, contiennent une série d'alcaloïdes particuliers, des alcaloïdes dits pyrrolizidiniques, et qui sont d'authentiques molécules carcinogènes avec lesquelles on peut très bien reproduire des cancers primitifs du foie chez l'animal. Et donc, évidemment, la consommation chronique de ce type de préparation est absolument à bannir. Et puis, depuis quelques années, et encore cette année, ça ne fait pas exception, l'année 2024 a encore été mortelle vis-à-vis de la confusion en fait avec la plante qui est à l'écran, qui est l'ail des ours. Il y a une mode là depuis quelques années à confectionner soi-même son pesto à base d'ail des ours en disant l'ail c'est bon pour le cœur. Le problème c'est quand on confond l'ail des ours avec d'autres plantes qui peuvent, si on n'y prend pas garde, lui ressembler, et notamment le colchique. Le colchique a encore beaucoup tué en France cette année par suite de confusion avec l'ail des ours. Alors le colchique, ça ne sent pas l'ail, le muguet, ça ne sent pas l'ail, l'ail des ours, ça sent l'ail. Donc c'est quand même pas difficile de faire la différence, mais malheureusement, on a encore chaque année là des accidents gravissimes. Les bonbons, ça n'est pas toujours bon non plus. Là aussi, je reprends un vieil exemple, celui de la réglisse, très riche en glycyrrhizine, qui est un analogue des minéralocorticoïdes, et qui, là aussi, en cas de consommation chronique ou répétée, peut être à l'origine de crises hypertensives, de rétention hydrosodée ou d'hypokaliémie chronique chez des patients. Donc là aussi, c'est une pratique à rechercher à l'interrogatoire
Et puis, pour revenir aux années 90 de tout à l'heure, il y a une publicité qui avait fait fureur à l'époque. C'était la mode des pastilles sans alcool. Et ces pastilles sans alcool étaient très concentrées en glycyrrhizine et à l'époque avaient été à l'origine d'une épidémie, hein, littéralement, d'insuffisance surrénalienne aiguë et de crise hypertensive maligne qui avait conduit à une campagne d'information sur ces espèces. Et puis, il y a les plantes à usage récréatif. Alors, j'ai commencé ma présentation par le tabac et le cannabis. Je la termine avec ces plantes à alcaloïdes tropaniques comme la belladone, la datura, le datura et la jusquiame. Les plus anciens d'entre nous se souviennent qu'on vendait des cigarettes de belladone ou de datura en pharmacie. Ça a été retiré aussi au début des années 90, je pense. Mais la pratique existe toujours, sauf qu'on va récolter la plante maintenant pour se rouler les cigarettes. Donc, après ce bref tour d'horizon, quel message retenir? D'abord que se soigner par les plantes, ça n'est pas toujours une médecine si douce, que même les plantes peuvent avoir des effets indésirables, aigus ou chroniques, et que ces effets peuvent être propres à la plante ou se déployer en cas d'interaction avec des médicaments allopathiques, que tous les organes peuvent être touchés, même si la peau reste l'organe cible privilégié, notamment en cas de contact, mais pas seulement. Et puis que face à ce qui semble être un effet indésirable de médicaments, il faut toujours pousser l'interrogatoire vers l'automédication, qu'elle soit douce ou pas, vers les pratiques alimentaires, vers les produits considérés comme naturels, notamment ceux achetés sur Internet, et puis vers les habitudes alimentaires de long terme ou les habitudes familiales. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve régulièrement en disant on en a toujours pris dans la famille, on en a toujours pris sans problème jusqu'au jour où il y a justement un problème. Et puis pour les effets cutanés en particulier ou pour les effets respiratoires de type allergie, il faut également penser à interroger sur les activités de jardinage et de nature, y compris aussi sur les plantes d'appartement. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce sujet. Merci.